Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Les organisations humanitaires signalent une nouvelle vague de réfugiés maliens au Burkina Faso. Des populations qui, selon elles, fuient les zones de combat. Coup de projecteur sur un camp de réfugiés au Burkina Faso. L'actualité au Togo avec cette sortie médiatique du collectif Sauvons le Togo. Les responsables du CST fustigent ce qu'ils appellent le mutisme de la communauté internationale face à la violence des droits de l'homme. Du football avec la CAN 2013, première victoire du pays organisateur, l'Afrique du Sud 2-0 face à l'Angola. En seconde heure, toujours dans le groupe A, match nul 1-1 entre le Maroc et le Cap-Vert. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous accueillir chez vous. Un premier convoi du contingent burkinabé est arrivé hier après-midi à Ségou. Au nombre de 150 combattants, les militaires burkinabés sont basés à Markala. Lourdement armés, les soldats du Faso se disent prêts à défendre le Mali pour qu'il recouvre son intégrité territoriale. Ils ont été accueillis à l'entrée de la ville de Ségou par le gouverneur de la région et l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Autre source d'inquiétude pour les organisations humanitaires, le sort des civils sur les zones de combat, une zone pour l'instant interdite aux humanitaires et aux journalistes. Coup de projecteur sur une nouvelle vague de réfugiés maliens. Ça se passe au Burkina Faso. Goudébou, un camp de réfugiés au nord du Burkina Faso. 5000 Maliens tentent de se recréer une petite vie après avoir fui les combats. Certains viennent de Gao, d'autres de villages passés sous contrôle des combattants islamistes et de leur charia. Depuis le début des bombardements français, Goudébou connaît de nouvelles vagues d'arrivées. Femmes, enfants ont tout quitté. Avec l'avancée des islamistes, nous avions déjà peur. Mais la grande peur s'est installée quand l'intervention française a commencé. Nous étions dépassés par les événements, c'est ce qui m'a poussé à partir. Mais difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans ces zones de guerre. Les routes sont coupées, les communications très aléatoires. Et c'est ce qui inquiète les organisations humanitaires qui peinent à se rendre dans le nord et à y travailler. Des centaines de milliers de personnes pourraient encore fuir les régions de combat. C'est un blackout total sur les zones de conflit. On n'a pas accès à ces zones-là malheureusement. Donc on a de plus grandes difficultés pour savoir quelle est la réelle situation humanitaire des populations civiles. À Mopti, en zone sous contrôle de l'armée malienne, l'hôpital voit affluer les blessés. Mais ici, on n'est pas prêt pour ce genre de situation d'urgence. La Croix-Rouge vient de livrer du matériel. Des renforts médicaux sont attendus pour soigner les victimes. L'Europe vient aussi de débloquer 20 millions d'euros pour venir en aide aux déplacés et aux familles victimes de la malnutrition. Je l'annonçais en titre, l'actualité au Togo avec cette sortie médiatique du collectif Sauvons le Togo. Le CST était hier face à la presse pour dénoncer les interpellations qui ont suivi les incendies de Kara et Lomé. Les responsables du collectif fustigent par ailleurs ce qu'ils appellent le mutisme de la communauté internationale face à la violation des droits de l'homme. En moins de 2 semaines, l'actualité a évolué, les discours avec. On ne parle plus élection, mais incendie. À cette conférence de presse, le collectif Sauvons le Togo a 3 points essentiels à l'ordre du jour. Primo, dénoncer le non-respect des droits de la défense et la liberté des avocats des interpellés suite à la série d'incendies des marchés du Togo. Secondo, exiger l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. Et tertio, réclamer l'arrêt immédiat des interpellations arbitraires et la libération des personnes interpellées. Ce matin à 4 heures, M. Alphonse Pogo a été arrêté dans des conditions rocambolesques. Ses portables ont été emportés ainsi que ceux de sa femme. Nous avons appris aux alentours de 14 heures que M. Jean Eclou, qui se trouve être le responsable de la jeunesse de la formation politique ANC, a été également interpellé dans des conditions peu recommandables. Nous voulons donc condamner toutes ces arrestations qui n'ont pas leur raison d'être. Le collectif Sauvons le Togo, par la même occasion, demande à la communauté internationale de sortir de ce qu'il appelle son mutisme face aux violations des droits de l'homme au Togo. En Centrafrique, le gouvernement et l'opposition accusent la rébellion de poursuivre sa reconquête vers le nord et le sud du pays, malgré l'accord de paix signé par les rebelles il y a 2 semaines. Une mine de diamants a été encore attaquée
Pas de réponse encore des responsables de la Seleka qui sont en ce moment en tournée dans le nord du pays. Les chefs de la rébellion Seleka, qui contrôlent les 2/3 du pays, portent à nouveau l'uniforme militaire. Aucun symbole belliqueux, mais après la signature des accords de Libreville, qui instaurent une nouvelle donne politique, il faut aller parler à la troupe. On y va, vous venez avec nous. Ils sont avec nous. Sous protection de la force multinationale d'Afrique centrale, ils quittent Bangui pour Damara, à seulement 75 km. S'engage, avec les gradés, une longue séance d'information, de sensibilisation et de questions-réponses. Le but, expliquer les accords et maintenir la discipline. Je leur ai rappelé qu'ils ont le devoir et l'obligation de respecter les règles élémentaires des droits de l'homme. Surtout ça, de ne pas brutaliser les populations, violer les femmes, parce que tout ça, c'est puni par la loi. Cette coalition regroupe différentes factions rebelles, véritable spécialité nationale. Étudiants, commerçants, déserteurs sont venus renforcer les rangs, une alliance hétéroclite mais efficace. Seleka assume les dérapages et les pillages commis par ces hommes dans certaines régions, mais dénonce le harcèlement des forces armées centrafricaines et en appelle à François Bozizé. Que le chef de l'État centrafricain prenne conscience de la situation à laquelle, et en tant que patriote, qu'il nous aide, qu'il aide le gouvernement qui sera mis en place, n'est-ce pas, à ramener une paix véritable chez nous. Le meilleur moyen de calmer les impatiences et d'assurer l'approvisionnement. Chaque unité rebelle repartira avec l'argent pour tenir un mois, un délai qui doit permettre la mise en place du nouveau gouvernement avec des ministres Seleka. L'actualité sur un tout autre plan avec le Mawlud 2013. Les musulmans sénégalais ne comptent point être en reste. Les villes saintes reçoivent les fidèles venus commémorer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cette importante célébration affecte aussi le commerce dans la capitale. Nos correspondants à Dakar, Louise Tina Sagnan et Souleymane Anne pour le reportage. Dakar se vide de sa population. Les musulmans convergent vers les villes saintes pour commémorer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, c'est la célébration de la naissance du prophète et tous les musulmans convergent, et pas seulement à Tivaouane, certains sont à Touba, d'autres à Kaolack et au Fouta. Ce jour, c'est important pour un musulman. Nous sommes des musulmans et la naissance du prophète est une fête pour nous. Parce que c'est la meilleure des créatures. Par ailleurs, cet événement majeur de la religion musulmane déplace l'économie vers ces régions. À Dakar, les commerçants se tournent les pouces. Aujourd'hui, le commerce ne marche pas parce que beaucoup de clients, certains vont à Tivaouane, d'autres à Thiénaba, d'autres à Kaolack. Aujourd'hui, le marché ne marche pas. Aujourd'hui, le commerce ne marche pas. Tous les vendeurs sont partis en pèlerinage. Moi-même, j'étais venu pour travailler, mais apparemment, mon patron n'a pas ouvert sa boutique. Le Mawlud est donc célébré cette nuit du 23 au 24 janvier 2013, des moments de prière et de recueillement. Parlons justice à présent. Florent Cassé dans l'avion pour Paris. Hier, la Cour suprême du Mexique a ordonné la libération immédiate de la Française condamnée en 2008 pour une peine de 60 ans de prison pour complicité d'enlèvement. Ce sont les toutes premières images de Florence Cassé, libre. La Française monte à bord de l'avion qui va la ramener en France, l'avion de la liberté. Accompagnée de son père et vêtue d'un gilet pare-balles, elle a rejoint l'aéroport de Mexico après avoir quitté la prison pour femmes de Tepepan, dans la périphérie de la capitale. Quelques minutes plus tôt, la Cour suprême a ordonné sa libération immédiate. Son avocat exulte. Il doit y avoir aujourd'hui un sentiment de bonheur partagé partout, à la fois en France mais aussi au Mexique maintenant. Parce que moi je suis ici depuis 4 jours, tout le monde dit du bien de Florence. Et chacun espérait quand même que la Cour suprême libérerait Florence. C'est chose faite, il était temps, 7 ans, on tourne la page. Mais pour cette femme dont le mari aurait été séquestré pendant plusieurs mois par le petit ami de Florence Cassé, cette libération est une injustice. Nous avons vécu un cauchemar pendant les 3 mois où il a été enlevé. Le 10 mai, j'ai reçu en cadeau l'oreille de mon mari alors que j'étais enceinte. Est-ce que c'est juste que cette femme horrible soit libérée ?
La Cour suprême ne s'est pas exprimée sur le fond de l'affaire, mais sur la forme. 2 des 5 juges demandaient un nouveau procès et 3 la libération de Florence Cassé pour violation de ses droits fondamentaux. Les violations constitutionnelles à son encontre sont d'une telle gravité qu'elles ont généré des effets corrupteurs qui violent de façon grave la présomption d'innocence. La justice mexicaine reconnaît donc les irrégularités de l'arrestation et du procès de Florence Cassé, mais ne se prononce pas sur sa culpabilité ou sur son innocence, innocence que la Française aura toujours clamée. Page sport de ce journal, Cannes 2013. Enfin, une première victoire pour le pays organisateur au compte de la deuxième journée. L'Afrique du Sud a dominé l'Angola par le score de 2-0. Yacouba Dansogo pour le compte rendu. Pour le compte de la deuxième journée dans la poule A, le pays hôte, l'Afrique du Sud, reçoit l'Angola. 2 équipes qui comptent le même nombre de points. Après plus de 20 minutes d'observation de part et d'autre, l'Afrique du Sud ouvre le score par Siamonka Sangweni. C'est le tout premier but des Bafana Bafana dans ce tournoi. 2 minutes plus tard, Manoucho rate l'égalisation pour l'Angola. Ce sont les Sud-Africains qui vont imposer leur jeu jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les protégés de Izogun vont asphyxier leur adversaire. Majoro, qui venait juste d'entrer, va doubler la mise pour l'équipe sud-africaine. À 1 minute de la fin du match, sur ce lob, le même Majoro rate de près le 3e but. Les Bafana Bafana remportent leur première victoire dans cette 29e CAN orange et se positionnent confortablement pour une place en quart de finale. L'Angola, de son côté, a compromis ses chances de qualification pour le second tour. Du sport toujours, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Requins bleus du Cap-Vert se sont quittés sur le score nul de 1-1. Un nul qui complique la tâche pour les 2 équipes dans le groupe A, dont la tête est occupée par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Suivons le résumé de ce match avec Aminata Mariko. Après avoir concédé chacun de son côté un match nul 0-0 lors de la première journée du groupe A, le Maroc et le Cap-Vert étaient contraints de gagner pour ne pas laisser partir devant l'Afrique du Sud, vainqueur de l'Angola cet après-midi. Les Requins bleus entament la rencontre en bonne forme et tentent à 2 reprises de pénétrer le but de Lamiagri à la première et 3e minute. Les protégés de Rachid Taouchi sont refroidis à la 35e minute par l'ouverture du score. Mendes récupère le ballon perdu dans le rond central. Les Lillois fixent El Adawi et décalent Platini qui pousse loin son ballon mais parvient à le piquer in extremis avant que le portier marocain Lamiagri n'intervienne. Le Cap-Vert mène logiquement au score après une première mi-temps dominée. Les Requins bleus reviennent revigorés des vestiaires et s'installent une nouvelle fois dans le camp adverse avec notamment la puissance de Julio Tavares. Après une lecture de jeu, le sélectionneur marocain donne du tonus à son équipe en effectuant plusieurs changements. Ainsi, les Lions de l'Atlas abordent mieux la deuxième période avec une longue conversation du ballon et un centre vers El Arabi dévancé dans la surface par le puissant Fernando Valera à la 48e. Le Maroc accélère largement et conclut à la 78e minute. Barada profite d'une contre-attaque pour entrer dans la surface côté droit pour servir El Arabi en retrait au point de pénalty pour un tir qui ne laisse aucune chance à Vozina. Les 2 équipes se quittent sur ce score de 1-1 et se compliquent ainsi la tâche. Merci Aminata Mariko pour le commentaire. Aujourd'hui, vous aurez à 15h temps universel Mali-Ghana et à 18h Niger, République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.